Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, l'idée, ça sera de te présenter la bourse et les marchés financiers d'une manière peu conventionnelle. Ça sera pas de te faire un cours théorique sur à quoi sert la bourse, comment ça fonctionne, mais plutôt de prendre du recul sur les fluctuations qu'on peut voir éventuellement à court terme sur les marchés financiers et sur la bourse de manière générale, en utilisant certaines études, et tu verras qu'il y en aura certaines que je vais te présenter dans cette vidéo, qui ont analysé les marchés financiers depuis plus de 100 ans, et tu verras qu'il y a quand même certaines leçons qu'on est capable de tirer de tout ça pour prendre du recul et que tu pourras, à mon avis, utiliser directement dans tes investissements. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a un ouvrage dont tu as peut-être déjà dû entendre parler qui s'appelle Le Triomphe des optimistes et que je t'invite véritablement à lire et qui a analysé plus de 100 années de fluctuations boursières et d'historique, si tu veux, boursier sur les marchés financiers. Et ces auteurs-là ont mis régulièrement leur bouquin, si tu veux, à jour à travers un rapport qui est publié régulièrement au Crédit Suisse. Donc il y a plusieurs rapports qui sont effectués chaque année. Il y en a un très détaillé de 250 pages à peu près qui est renvoyé et qui est envoyé directement aux clients du Crédit Suisse. Et il y a des versions plus condensées d'à peu près 40 pages que tu pourras retrouver chaque année sur Internet de manière gratuite. Et c'est celle-ci justement dont je me suis appuyé pour faire cette vidéo. Je te mettrai comme d'habitude les liens dans la description de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, donc du coup les chercheurs qui ont écrit le livre Le Triomphe des optimistes, c'est eux qui mettent à jour justement ces recherches-là et qui publient les rapports la plupart du temps du Crédit Suisse et qui sont mis à disposition à la fois des clients et puis des personnes un petit peu comme toi et moi sur les versions gratuites sur Internet. Donc c'est très intéressant de voir justement l'évolution du marché et les leçons qu'on est capable de retirer de ce genre d'ouvrage. Là, le premier graphique que je te représente à l'écran montre la répartition des volumes d'échanges internationaux en fonction des pays et puis entre l'année 1899 à gauche jusqu'à l'année finalement 2022 à droite. Et ce qu'on remarque, c'est que notamment les États-Unis sur l'année 1899, ça représentait 15% des volumes échangés au niveau mondial. Le marché aux États-Unis, ça représentait que 15% du marché mondial. Le Royaume-Uni, ça représentait 24%. Si tu regardes sur l'année 2022, le début de l'année 2022, les États-Unis, ça représente finalement 60% du marché mondial et le Royaume-Uni uniquement 3,9%. Donc déjà, la première leçon, ça montre qu'il y a un vrai changement qui s'est opéré en pas mal d'années, je te le concède, mais néanmoins, ça reste des résultats quand même très significatifs en termes de changement, si tu veux, de volume d'échange au niveau mondial, qu'il faut quand même prendre en compte quand on veut allouer son portefeuille dans les marchés financiers. Il y a un même type de graphique qui représente un petit peu la même chose que ce que je t'ai présenté précédemment, mais d'une manière assez différente, et on remarque exactement la même chose, c'est-à-dire que petit à petit, les États-Unis ont pris pas mal d'ampleur, que le Royaume-Uni, au départ, ça représentait 24% du coup du volume international des échanges mondiaux, et puis petit à petit, ça s'est fait grignoter par notamment d'autres pays, notamment les États-Unis, et que c'est une tendance qui s'accélère quand même de plus en plus, donc ça c'est un point quand même super important à avoir en tête. Si on jette un coup d'œil maintenant au niveau des différentes industries entre les années 1900 et 2021 au Royaume-Uni et puis aux États-Unis, là pareil, il y a eu des changements juste énormes qui ont pu s'opérer sur ces différentes périodes. On voit notamment que sur les années 1900, le secteur bancaire et ce qu'on appelle rail, donc c'est toute l'industrie en fait des chemins de fer, parce que c'était l'âge d'or en fait des chemins de fer à cette époque. Ça représentait une part importante des volumes internationaux et des échanges qui pouvaient être effectués à l'époque. Si on regarde sur l'année 2021 aux États-Unis, on a surtout le secteur de l'industrie, de la santé et technologiques, les valeurs technologiques qui sont très présentes aux États-Unis et absolument plus sur tout ce qui est lié au chemin de fer, ça je pense que tu t'en doutes. Au Royaume-Uni, c'est un peu différent, on a toujours le secteur de l'industrie, des banques et de la santé, mais encore une fois, tu vois qu'il y a quand même, en termes sectoriels, là aussi, d'énormes changements qui se sont opérés sur les périodes d'études du bouquin que je t'ai présenté un petit peu plus tôt. Donc ça, première leçon à retenir finalement de ce livre, c'est que c'est super important de se diversifier en termes géographie et puis en termes d'industrie, parce que y a des changements qui sont énormes et que c'est pas parce qu'aujourd'hui, enfin il y a quelques années en arrière, on pouvait avoir des secteurs qui prenaient une part importante des volumes et des échanges internationaux, que ça sera toujours le cas. Et d'ailleurs, c'est très compliqué de pouvoir suivre ces différents secteurs et ces nouvelles industries qui évoluent, d'autres qui disparaissent, parce que faut être dans le métier, faut suivre ça régulièrement, et c'est peut-être pas la volonté de tout le monde. Donc d'où l'intérêt, encore une fois, de se diversifier en termes d'industrie et surtout en termes de secteurs géographiques.
La figure là que je te présente à l'écran est quand même très intéressante puisqu'elle oblige l'investisseur à prendre en compte les rendements réels et de faire attention à chaque fois lorsqu'on voit sur internet quelquefois des rendements qui sont présentés sous forme de rendement nominal. Alors tu le sais, le rendement nominal en fait c'est des rendements qui ne prennent pas en compte l'inflation. Quand on parle des rendements réels, là on prend vraiment en compte l'inflation. Et typiquement si tu prends la première figure là que je t'ai présentée à l'écran, donc aux États-Unis, on a aux États-Unis et puis au Royaume-Uni, on a les rendements d'1 $ qui ont été investis sur les années 1900, notamment sur les equities et puis sur les obligations. Donc les equities, c'est les actions tout simplement, et les bonds, c'est ce qu'on appelle les obligations. Donc si on regarde aux États-Unis, en moyenne, depuis les années 1900, et là l'étude s'arrête en 2020, on a eu en moyenne 9,7% de rendement nominal pour le coup, donc sans prendre en compte l'inflation aux États-Unis, et sur les obligations on était à 5%. Donc 1 $ qui a été investi sur les actions sur les années 1900, en prenant en compte juste le rendement nominal et en ne prenant pas en compte du coup l'inflation, 1 $ se serait transformé en 69 754 $ à coût de 9,7% annualisé. Donc c'est toujours la mise en place des intérêts composés sur des dizaines et des dizaines d'années, ça fait des résultats qui sont juste remarquables. Au niveau des obligations, c'est pareil, 5% annualisé, c'est-à-dire que c'est moins significatif que les actions, on s'en rend compte. 1 $ du coup se serait transformé en 382 $. Ça reste quand même significatif, mais nettement moins que les actions. Et d'ailleurs, ça prouve à travers ce graphique que les classes d'actifs qui sont les plus performantes, si tu compares les actions, les obligations, etc., c'est clairement les actions. Bon, il faut accepter d'avoir une volatilité plus élevée, mais aussi aujourd'hui, tu es plutôt dans une phase de croissance de capital. Les actions, ça doit représenter quand même une part significative de ton portefeuille. Par contre, tu vois que quand on passe des rendements nominaux aux rendements réels en prenant vraiment en compte l'inflation, alors oui, c'est toujours des résultats significatifs, mais quand même nettement moins que ceux que je t'ai présentés un petit peu plus tôt. Parce que tu vois, aux États-Unis, donc 1 $, ça représentait, ça pouvait se transformer en 69 754 $ en rendement nominal sur plus de 100 années d'investissement, presque 120 ans. Là, si on prend les rendements en prenant en compte vraiment l'inflation, donc les rendements réels, 1 $, ça se transforme en 2291. Alors c'est toujours extrêmement significatif, je te l'accorde, mais c'est nettement moins intéressant que les rendements nominaux. Donc attention, ça c'est une deuxième leçon que tu dois être amené à retenir avec cette étude, c'est que quand tu étudies les rendements, prends bien en compte les rendements réels, pas les rendements nominaux, parce que ça peut venir fausser justement tes rendements sur le long terme. Typiquement, on passe de 9,7% de rendement, donc du coup là pour le coup nominal, à 6,6% pour les actions, et puis de 5% de rendement nominal pour les obligations à 2,1%, notamment pour les États-Unis. Je ne vais pas te décrire ce qu'on voit pour le Royaume-Uni, parce qu'au final c'est à peu près la même chose, mais dans une moindre mesure, parce que les États-Unis, ça a été clairement le pays dans lequel on a eu le plus de croissance économique ces dernières années. En jetant un coup d'œil sur le graphique suivant, on se rend compte que ça corrobore quand même pas mal les informations que je t'ai présentées un petit peu plus tôt, notamment que les actions, ça surpasse très largement les autres classes d'actifs sur le long terme, mais qu'il y a quand même, encore une fois, des disparités selon les pays, et qu'on voit que là où il y a eu le plus de croissance ces dernières années, ça a été notamment dans des pays comme par exemple les États-Unis, alors que la France, on se situe vraiment au plus bas du classement, surtout si on regarde le côté actions et obligations. Donc c'est super important de s'exposer au marché mondial de manière générale et pas juste à notre marché local, et encore une fois aussi faire très attention aux industries, parce que ça c'est vraiment amené à changer et à fluctuer au fur et à mesure du temps. C'est également aussi très important de se diversifier en termes d'actifs, mais aussi en termes de devises, parce que là, tu as plusieurs graphiques qui sont présentés à l'écran, mais qui te montrent la diminution de ton risque au fur et à mesure que tu vas augmenter notamment ton nombre d'actions en portefeuille. Et ce qu'on remarque, c'est que plus tu vas augmenter ton nombre d'actions en portefeuille, plus oui, théoriquement, tu vas diminuer ton risque, mais attention, on arrive à un moment donné à une certaine asymptote, c'est-à-dire qu'on voit à la fin, à partir de 100 actions, oui, tu as une certaine diminution de ton risque résiduel en termes de fluctuation sur ton portefeuille, mais tu pourrais passer à 500, tu ne vas pas diminuer encore de 50% si tu veux ton risque. Il y a un moment donné, il va falloir faire un choix entre
l'allocation d'actifs que tu as envie d'avoir, le risque que tu as envie d'avoir, et puis aussi la manière dont tu es amené à gérer ton portefeuille. C'est pas la même chose d'avoir 30 actions sur ton portefeuille et de connaître ces entreprises que d'en avoir 650 en portefeuille. Ça, je pense que tu l'auras compris. Donc notamment, cette étude, elle montre qu'à partir de 30-40 actions en portefeuille, on arrive à un niveau de baisse qui est très significatif par rapport à quelqu'un qui va avoir par exemple 3 actions en portefeuille, et que plus on va augmenter, oui, on va être capable de diminuer son risque, mais après, il va falloir augmenter de manière exponentielle son nombre d'actions en portefeuille pour avoir une baisse qui va diminuer de manière progressive. Donc c'est toujours un équilibre à avoir finalement entre les deux. Ce que conclut cette étude sur cet aspect-là, c'est que en général, pour un investisseur classique, avoir entre 30-40 actions en portefeuille, alors ça peut être via des ETF, ça peut être via tout un tas de supports différents, mais pour des personnes qui font de la gestion de portefeuille, 30-40 actions, c'est plutôt un seuil vraiment à avoir en tête, parce que là, on a vraiment eu le plus bas de la baisse en termes de risque et en termes aussi de volatilité concernant le portefeuille. Au-delà, on peut être amené à le faire, mais après, il y en a d'autres contraintes comme celles que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je suis un fervent défenseur de l'utilisation des ETF pour avoir une diversification qui soit importante au niveau de ton portefeuille, et puis également avoir une gestion qui soit la plus passive possible. Et parmi les ETF les plus connus, on va retrouver notamment le MSCI World, qui va te permettre d'investir dans un peu plus de 1500 entreprises autour du monde. Tu as des résultats qui sont quand même plutôt intéressants. C'est vrai que si tu te formes un peu, tu es capable de faire bien mieux que de juste prendre un MSCI World. Et notamment ce qu'on retrouve, enfin l'inconvénient le principal qu'on retrouve sur le MSCI World, c'est surtout qu'on n'est pas exposé au marché émergent. Là, ce graphique, il est très intéressant parce qu'on va pouvoir voir notamment les corrélations qui existent entre ces différents marchés, donc entre les marchés émergents et puis les marchés développés. Typiquement, sur le graphique de gauche, donc tu as deux couleurs différentes. Tu vas avoir le bleu foncé et le bleu clair. Le bleu foncé, c'est les corrélations entre les marchés développés, et puis la corrélation moyenne entre les marchés développés, et puis en bleu clair, c'est la corrélation moyenne entre les marchés émergents. Et ce qu'on remarque, c'est que plus on avance avec le temps, en fait, depuis cette étude, alors elle a été faite là entre 1970 et 2021, on se rend compte que plus on avance avec le temps, plus on a une corrélation importante, à la fois entre les marchés développés entre eux, et puis également aussi entre les marchés émergents entre eux. Sur le graphique de droite, là on va analyser à peu près la même chose, sauf que ça va être les corrélations entre les marchés développés et les marchés émergents. Dans le premier graphique, on comparait les marchés émergents entre eux et les marchés développés entre eux. Là, on va faire une corrélation en fait entre ces deux différents marchés. Et ce qu'on remarque, donc tu le sais, si tu as une corrélation qui se rapproche de 1, c'est que tu as une corrélation qui est extrêmement positive. Pour le coup, une corrélation de 1, ça veut dire que si tu as une variable qui augmente de 1, l'autre, elle va aussi augmenter de 1. Si tu as une corrélation de moins 1, c'est-à-dire que si tu en as un qui augmente par exemple de 2, tu vas avoir le second qui va baisser finalement de 2. Tu vas avoir un inversement de proportionnalité qui va se faire entre ces deux variables-là. Là, pour le coup, donc plus on va se rapprocher de 1, plus on va avoir une corrélation positive entre ces deux variables. Et là, pour le coup, donc sur le graphique de droite, on va avoir deux couleurs encore une fois. Le bleu foncé qui va représenter la corrélation moyenne entre les marchés émergents et les marchés développés. Et en bleu foncé, c'est la corrélation entre les index, là cette fois-ci, donc des marchés émergents et des marchés développés. Et ce qu'on remarque, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que plus on avance avec le temps, plus on a une corrélation importante entre ces deux variables. Donc ce que conclut en fait cette étude, c'est qu'à l'époque, ça pouvait avoir sens d'utiliser les marchés émergents pour diminuer au maximum son risque et éventuellement la volatilité de son portefeuille, parce qu'il n'y avait pas une corrélation significative à l'époque entre ces deux variables-là. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Donc investir sur les pays émergents pour diminuer la volatilité de son portefeuille, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, toujours en prenant en compte la diversification géographique et sectorielle, là, en effet, il y a toujours un intérêt à avoir une part de notre portefeuille investie sur les marchés émergents. Et c'est justement ça qui est un point quand même super important à avoir en tête dans notre gestion de portefeuille.
Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens, quand ils investissent, donc ils ont quand même ces éléments-là en tête, et si tu me suis depuis un certain temps, je pense que ça c'est vraiment entré de ton côté, notamment sur la diversification sectorielle et géographique, mais la plupart du temps, les gens ne se rendent pas forcément compte de la diversification aussi en termes de devises, et pourquoi c'est finalement quelque chose d'important. Là, ce que tu vois, c'est le taux d'échange par rapport au dollar au fur et à mesure du temps, et ce qu'on remarque, c'est que finalement, seul l'ancien florin hollandais et le franc suisse ont réussi à faire mieux que le dollar depuis que cette étude a été effectuée, donc depuis entre les années 1900 et 2020. Tout le reste, finalement, en termes de devises, a perdu quand même pas mal de valeur par rapport au dollar. Et dernièrement, ça a un petit peu changé au moment où je tourne cette vidéo, mais néanmoins, l'euro, si tu as regardé il y a quelques mois en arrière, a perdu à l'époque plus de 20% de sa valeur face au dollar. Donc c'est super important à la fois de penser à la diversification sectorielle, géographique, mais également aussi à la diversification en devises, parce que ça peut avoir un impact super important sur ta rentabilité sur le court, moyen et le long terme. L'impact du taux de change sur le rendement, il est vraiment important et il ne faut absolument pas le négliger. Si tu investis sur les marchés financiers et notamment sur le marché action, tu sais qu'il y a une volatilité qui est importante sur cette classe d'actifs, sur ce qu'on appelle l'equity en anglais, donc les actions. C'est la classe d'actifs la plus performante parmi toutes celles que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt. Néanmoins, forcément, qui dit plus performante dit aussi, entre guillemets, plus risqué. Et là, en l'occurrence, le risque, il se caractérise par une fluctuation importante. Donc ça peut être une baisse aussi importante sur ton capital à un moment donné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le risque d'investir, plus on va avoir un horizon d'investissement qui va être long, plus on va être capable de lisser cette volatilité et plus on va être en mesure d'avoir des résultats qui soient significatifs et on va dire plutôt prédictibles sur le long terme. J'aime pas ce terme prédictible, mais en tout cas, les études, et cette étude-là qui a été faite sur ce livre et qui a analysé plus de 120 ans d'études boursières, a montré que la période la plus longue selon laquelle on est capable de perdre de l'argent sur le marché US, et selon cette étude, c'est à peu près 16 ans. C'est-à-dire que oui, la pire période dans laquelle j'aurais pu perdre de l'argent historiquement parlant, selon cette étude, si j'avais investi sur les marchés financiers, notamment aux États-Unis, ça aurait été un maximum de 16 ans. Et on va le voir un petit peu plus tard, si tu as un horizon de temps relativement long, oui, il peut y avoir des crises, oui, il peut y avoir des guerres, oui, il peut y avoir tout un tas de choses, mais de manière générale, les marchés financiers ont toujours dépassé leur précédent plus haut. Donc ça, c'est un point quand même super important, et je l'ai remis juste à côté. C'est important d'investir sur le long terme et de ne pas avoir peur des fluctuations sur le court terme, parce que plus tu vas avoir un horizon d'investissement long terme, meilleurs seront tes résultats, et puis plus tu seras capable de lisser à la fois tes entrées en position, et puis aussi également lisser ton risque sur le long terme. D'ailleurs, si on est amené à prendre du recul, là il y a une étude qui a été faite depuis les années 1900 sur une grande banque que tu connais qui s'appelle JP Morgan, et qui te montre un peu les fluctuations du cours des actions au fur et à mesure du temps depuis les années 1900. Les barres en grise que tu vois à l'écran, c'est à chaque fois qu'on a eu des crises ou des récessions, des périodes de récession économique, et ce qu'on remarque, c'est que il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Grande Dépression, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre de Vietnam, il y a eu la décennie perdue, il y a eu la bulle internet et tout ça, mais que historiquement parlant, oui, tu aurais peut-être pu acheter à des endroits peut-être pas forcément opportun, où tu auras peut-être pu faire des erreurs à court terme, mais sur le très long terme, tu te rends compte que la bourse, de manière générale, elle est quand même extrêmement haussière, et qu'à chaque fois, elle a toujours fini à un moment donné par dépasser son précédent plus haut, et on en a connu, tu vois, encore une fois, des crises, c'est pas des petites crises, la Première, la Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression, enfin il y a quand même eu des gros changements, donc peut-être qu'on sera encore amené à en voir par la suite, mais si tu as un horizon de temps relativement long, en général, de toute façon, les données et le temps va vraiment jouer en ta faveur. D'ailleurs, cette étude, elle a donné des infos très intéressantes là-dessus que je voulais absolument te partager, et qui montrent que de manière générale, depuis que cette étude a été effectuée, donc qui a été analysée depuis les années 1900 jusqu'à, je crois que c'était 2012-2013, donc il manque quelques données, mais bon, c'est pas très grave, ça a montré qu'à chaque fois, donc on a des périodes d'expansion et de récession économique, mais que de manière générale, en moyenne, les périodes de récession ont duré en moyenne 15 mois, et que les périodes d'expansion, donc de reprise si tu veux économique, ont duré en moyenne 47 mois. Donc ça veut dire que oui, tu auras des périodes de récession économique, et que souvent c'est des super moments pour pouvoir rentrer en position sur les marchés financiers, et que souvent ça dure quand même nettement moins de temps que les périodes d'expansion économique. Les périodes d'expansion économique durent souvent un peu plus de 3 fois plus de temps, si tu veux, en termes de mois, que historiquement la moyenne des périodes de récession. Et d'ailleurs, on le voit là sur le graphique de droite, on voit qu'à chaque fois qu'on a eu des périodes de récession, juste après on a eu une période de croissance économique qui était juste monstrueuse, donc d'où l'intérêt justement de ne pas
paniquer quand on a des baisses, quand on a des crises, quand on a tout ce genre de phénomènes qui peuvent nous faire sortir de nos positions, mais plutôt de voir ces événements-là comme étant des opportunités parce que, historiquement parlant, et les données le montrent, ça a été des super moments pour rentrer sur les marchés financiers. Enfin, le dernier graphique que je voulais te présenter, c'est celui-ci qui va descendre encore un petit peu plus bas, mais qui représente un peu les mêmes infos que je t'ai présentées ici. Mais là, on va aller jusqu'aux années 1870, et c'est la même chose, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a eu, encore une fois, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. On a eu la grande dépression, on a eu la décennie perdue, la crise sanitaire qu'on a connue plus dernièrement, tu vois, avec la petite baisse qu'on a eue là. Mais peu importe en fait ce que tu vas pouvoir lire, ce que tu vas pouvoir entendre sur les réseaux sociaux, de manière générale, la bourse a quand même eu un cours historique, en tout cas je parle vraiment là pour le coup du marché action, a quand même eu un cours historique très 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 significativement haussier et qu'il n'y a pas eu un exemple dans toute l'histoire de la bourse dans lequel le marché action n'a jamais pu à un moment donné dépasser son précédent plus haut. Tu vois, donc je déteste les certitudes et je déteste dire c'est sûr tu gagneras de l'argent. En tout cas là, les études montrent qu'aujourd'hui, la personne qui investit sur le marché action sur une période beaucoup plus longue, qui est capable de prendre en compte son risque, sa volatilité, sa diversification sectorielle, géographique, en termes de devises, etc., c'est quelqu'un qui mathématiquement aura beaucoup plus de chances d'avoir des résultats intéressants et significatifs sur le long terme, alors que quelqu'un qui va s'amuser à faire du trading ou qui va essayer de timer le marché, lui en l'occurrence, c'est plutôt quelqu'un qui aura tendance à avoir des résultats nettement moins intéressants sur une période relativement longue. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à me donner ton ressenti dans la section commentaires et de me laisser un petit pouce bleu, ça permettra d'améliorer le référencement de cette vidéo YouTube et puis moi ça m'encourage à continuer ce que je fais. Si tu veux aller plus loin sur l'investissement, sur les marchés financiers, dans la bourse de manière générale, je t'ai créé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Donc tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras. Je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.